savoir de la information sur les réseaux de convolution, aussi appelé CNN pour Convolutional Neural Networks. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être d'abord un petit rappel sur les réseaux de neurones denses, comme vous avez vu à la formation d'introduction. Ensuite, on va parler de reconnaissance d'images, de convolution, qui va être un peu le cœur de notre formation d'aujourd'hui. Puis on va parler de l'architecture des CNN et de leurs applications. Donc, on va faire le petit rappel sur les réseaux de neurones denses de la première formation. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un neurone artificiel? En fait, c'est une fonction vectorielle f. Donc, c'est-à-dire que c'est une fonction f qui prend un argument un vecteur et qui retourne un vecteur. Parce que là, c'est pas trop compliqué, mais vous en doutez bien, c'est pas n'importe quelle fonction f. Donc, ce qui est intéressant avec cette fonction f, c'est que, donc là, on va prendre un exemple pour un vecteur d'entrée 3 dimensions, donc des composantes x1, x2, x3. Et à l'intérieur de cette fonction f, on va d'abord avoir chacune des composantes qui va être multipliée par un poids. x1 va être multiplié par w1, x2 par w2, x3 par w3. Donc ça va nous donner le fameux z, qui va être la combinaison linéaire finalement du vecteur x par le vecteur w. Donc là, juste, on a sommé les produits x1 w1, x2 w2, x3 w3. Donc cette variable z en fait va être, on va la passer dans une fonction g, que l'on va appeler fonction d'estimation. On va ajouter avec un biais b à la variable z, et ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que cette variable z, on va la passer dans une fonction g, fonction d'estimation, qui va être non linéaire, pour ne pas avoir d'effet totalement linéaire dans votre neurone. Ça va vous donner notre fameux y qu'on trouve ici. Du coup, pour résumer, un neurone artificiel, qu'est-ce que c'est? On va avoir un vecteur en entrée, on va faire une combinaison linéaire avec le vecteur d'entrée, et ensuite on va passer cette combinaison linéaire dans une fonction g non linéaire. Donc ça, c'est un neurone. On va pouvoir décrire un peu cette combinaison linéaire de façon un peu plus compacte, donc avec des vecteurs. Un vecteur ligne W1, W2, W3, un vecteur colonne X1, X2, X3, c'est un vecteur X en entrée, plus notre biais B. C'est normalement de la réécriture, rien de nouveau. Donc on obtient Z est égal à W fois X plus B. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans la littérature. Mais c'est pas essentiel, c'est juste de la réécriture par rapport à ce qu'on a vu à la slide d'avant. De la même manière, pour résumer, on change un peu l'écriture. Donc on a y qui va être f de x, ok, f c'est toute notre fonction qu'on a détaillée avant. Donc on avait dit que y c'est aussi g de z, g c'est la fonction d'estimation non linéaire, et c'est notre variable intermédiaire qui est égale à wx plus b. Voilà, rien de nouveau, donc là on a vu un neurone. Dans une couche de neurones, vous vous en doutez bien, on a plusieurs neurones. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les neurones en parallèle les uns des autres. Petit exemple ici, avec 3 neurones. Ces 3 neurones-là ont la même entrée x1, x2, x3. Ils ont chacun la même fonction d'excitation, parce qu'en fait, ils vont être sur la même couche. Et ils vont chacun renvoyer un vecteur scalaire, pourquoi pas, en sortie. Qu'est-ce qu'on appelle une couche? On a une entrée, une sortie. L'entrée, c'est x. La sortie, ça va être y, y1, y2, y3, qui est juste la juxtaposition des y1, y2, y3. Ce qui est intéressant sur le flux de neurones, c'est que vous voyez que les N1, N2, N3, nos 3 neurones de notre couche, ont chacun la même entrée. X1 est à la fois une entrée de N1, de N2 et de N3. Et pareil, X2 est aussi une entrée de N1, N2, N3. On peut avoir juste X1 qui est l'entrée de N1. De N1 seulement. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a un réseau de neurones dense, c'est-à-dire que tout va être relié. Là, toutes vos entrées vont être reliées aux 3 neurones de notre couche. Je vais revenir un peu dessus dans les slides qui suivent. Donc, on a une couche. Ok, très bien. Maintenant, on va avoir un réseau de neurones. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme tout à l'heure, on a superposé des neurones, et bien ici, on va superposer des couches. Ça donne ça. Là, on a 4 couches. Une couche,
une deuxième couche, une troisième couche et une quatrième couche, composée de un, comme ici, ou plusieurs neurones. Donc vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que les sorties de la première couche sont les entrées de la deuxième couche. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion de superposition de couches. Donc, les entrées d'une couche vont être les sorties d'une couche vont être les entrées de la couche. Vraiment, on superpose tout ça. Chaque couche est caractérisée par une matrice de poids, un vecteur de biais et une source de motivation. Donc c'est ce qu'on a vu un peu avant. Matrice de poids, c'est juste la concaténation de tous les vecteurs de poids pour chacun des neurones de la couche. Et la même chose pour le biais. Par contre, on a une seule fonction d'activation pour chaque couche. C'est-à-dire que tous les neurones de la même couche ont la même fonction d'activation de biais. Après, on a une expression de Y. C'est une formule un peu barbare, mais pas très importante. Ce qui est intéressant parfois, par contre, c'est le fait qu'on garde la composition. Ici, on compose à chaque fois avec les fonctions V, donc on retrouve cette idée de superposition de couches. Donc là, on a vu le multiperceptron, c'est le nom un peu barbare pour les réseaux de neurones denses. Si je reviens là, réseau de neurones denses, parce que vous voyez que ici, ce neurone-là, il est relié à chacun des deux neurones de la couche d'après. Même chose, ce neurone-là est relié à chacun des 4 neurones de la couche d'après. Ça, c'est ce on va appeler un réseau de neurones dense. Tout est dense, tout est relié le plus possible. Voilà. Et le nom de ce réseau de neurones, c'est le multiperceptron, mais réseau dense, c'est plutôt intuitif comme nom. Donc là, on est passé de neurones à plus de neurones à réseau de neurones. Et maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe pour les réseaux de neurones à convolution, qui sont un certain type de réseaux de neurones. L'idée, ça va être de faire la même chose, de passer de filtre à couche de convolution à réseau de neurones de convolution. Et pour ça, on va devoir voir quelque chose avant. Et on va d'abord parler de reconnaissance d'image. Donc, on va commencer par une approche biomédique. En fait, les chercheurs en IA, dont Yann Lequin, que vous connaissez sans doute parce qu'il est français et qu'il est très connu dans les CNN, quand ils ont inventé les CNN, ils ont d'abord voulu voir ce qui se passait pour les mammifères. Donc, nous, chez l'homme, chez les mammifères, c'est le chien, le chat. Et ce qui se passe dans notre cerveau, c'est que l'information, une fois qu'elle est vue par vos yeux, va en fait aller dans le cortex visuel, une certaine partie du cerveau, et cette information va être traitée par 5 parties de votre cortex visuel de manière successive. Donc d'abord par V1, ensuite par V2, puis par V3, puis par V4, et enfin par V5. C'est un peu un grossissement de ce qui se passe en vrai, mais l'idée est que c'est traité de manière successive par des zones différentes. Donc on retrouve cette idée de réseau de neurones de couches qui traitent successivement l'information. C'est de là que viennent les réseaux de neurones convolutifs. Pour cet exemple, ce qui se passe dans notre cerveau et dans les réseaux de neurones convolutifs. Là, on a une image en entrée. C'est une image très simple. On a juste un rectangle dessiné. Et l'idée va être de déterminer si c'est un rectangle, un cercle ou une étoile. Nous, en tant qu'être humain, on voit direct, quand on voit l'image, on voit directement que c'est un rectangle. Mais l'ordinateur, lui, ne le sait pas. Parce que ce qu'il a en machine, la représentation en machine de cette image, c'est un tableau avec des valeurs entre 0 et 255. Donc pour lui, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui se passe avec un réseau de neurones convolutif, c'est qu'on va essayer de voir ici. Donc, au début, dans les premières couches, dans les premières zones de votre cortex visuel, ce qui va être analysé, ça va être des petits traits. Est-ce que le trait est dans ce sens-là? Est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'il est comme ça? Vraiment des informations très très basiques, extraites de petites zones de l'image. Ensuite, on va analyser des plus gros traits. On va en fait assembler ces informations sur des petits traits pour avoir des informations sur des plus gros traits. Est-ce que là j'ai un gros trait comme ça, un gros trait comme ça, etc. Puis peu à peu, je vais augmenter un peu mon niveau d'information et je vais avoir des informations sur les points. Est-ce que là j'ai un angle droit? Est-ce que là j'ai un angle obtus, aigu? Et toutes ces agrégations d'informations-là, donc j'agrège mes informations, je regarde ce que ça donne ensemble, etc. Je vais pouvoir déterminer si c'est un rectangle, un cercle ou une étoile. C'est ce qui se passe en très gros
dans votre cerveau et dans un réseau de neurones. Je vais refaire la même chose, mais sur un exemple un peu plus précis. Pardon. Donc en étant un peu plus précis sur ce qui se passe exactement. En fait, là, dans les premières couches, on va faire la même image pour l'exemple. Dans les premières couches, on analyse plutôt la luminosité des pixels. Là, j'ai telle luminosité, là, j'ai vraiment une luminosité différente, etc. Et donc, grâce à des informations sur la luminosité, on va pouvoir analyser la corrélation entre les pixels voisins. Parce que là, j'ai les mêmes luminosités que là, etc. Cette histoire de corrélation, on va pouvoir l'obtenir grâce aux informations sur la luminosité des pixels. On a, grâce à la représentation en machine de votre image, qui est juste, qui est juste un tableau nombre entre 0 et 255, et ces nombres qui sont dans ce tableau, ça représente la luminosité de votre pixel à tel endroit de l'image. Et donc, grâce à des informations sur les pixels voisins, on va pouvoir avoir des informations sur la présence ou non de certaines caractéristiques dites de bas niveau. De bas niveau parce que si je vous dis que là j'ai tel pixel qui a telle valeur et là j'ai tel pixel qui a telle valeur, vous n'allez pas faire grand-chose de cette information. Pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. On ne peut pas avoir beaucoup d'informations sur nous. Donc on dit que c'est de bas niveau sémantique. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais ça a quand même un peu de sens qui peut être intéressant. On parle de caractéristiques, de features. C'est le terme technique pour parler de est-ce que là j'ai telle forme, etc. C'est le terme technique, donc on parle de caractéristiques ou de features. Et en fait, quand on a des informations sur les caractéristiques de bas niveau dans l'image, en combinant ces informations-là, donc c'est une information sur telle caractéristique à tel endroit, c'est une information sur la même caractéristique à tel autre endroit, et en combinant ces informations, tu vas pouvoir avoir des informations sur des formes plus complexes, donc des features ou caractéristiques de plus haut niveau sémantique. Et en fait, peu à peu, on augmente le niveau sémantique des caractéristiques qu'on regarde. Donc, on va avoir des informations de plus en plus complexes, de plus en plus intéressantes pour nous. Et à la fin, on va pouvoir avoir des informations sur la bouche, les yeux, c'est-à-dire est-ce que là j'ai une bouche dans mon image, là j'ai un œil. Est-ce que donc finalement, en combinant ces informations sur les bouches et les yeux, est-ce que j'ai un visage qui est sur mon image? C'est un exemple. Je vais revenir. Est-ce que déjà il y a des questions sur ça? Ok. Autre exemple de ça. Alors ça c'est pas intéressant. Ce qu'il y a au-dessus de l'image, c'est pas intéressant, c'est juste des couches de filtres, mais on va parler juste après. Ne vous inquiétez pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, j'ai une image en entrée. Et là, donc, sur les premières couches de convolution, je vais avoir des informations sur les bordures, donc les traits, les angles. Et ensuite, on va pouvoir avoir des informations sur les yeux, les bouches, les nez, en combinant ces informations qui étaient de bas niveau sémantique. Et à la fin, j'ai des informations sur la présence ou non de visage, par exemple, donc des informations de plus haut niveau sémantique. C'est juste un exemple de ce dont je viens de parler. Donc là, je vais reparler de la même chose, mais de manière encore plus détaillée. Donc, ici, là, je considère un CNN qui va déterminer, à partir d'une image en entrée, cette image d'entrée est l'écriture manuscrite d'un 0, d'un 1, d'un 2, d'un 3, d'un 4, etc. En fait, le but de ce CNN, c'est de déterminer quel chiffre est écrit manuscritement sur l'image. A priori, on ne sait pas donc. Puisque, encore une fois, dans votre ordinateur, c'est juste un tableau de chiffres. Donc, ce qu'est-ce que c'est, par exemple, dans ce CNN-là, c'est que la première couche qu'on voit ici, Contrast Extraction, va donc extraire le contraste de votre image ici. Donc, ici, si je prends les termes que j'ai utilisés tout à l'heure, on va avoir des informations sur la caractéristique contraste. On a deux types de contraste. Là, je vais obtenir deux cartes de caractéristiques qui correspondent à la caractéristique contraste. Mais qu'est-ce que fait une carte de caractéristique? En fait, dans une carte de caractéristique, par exemple celle du haut ici, il y a un point noir, c'est la caractéristique qui est présente à cet endroit. Donc là, comme je veux la caractéristique contraste, j'ai un point noir où il y a du contraste.
Donc ici, je reconnais toujours le 5, parce que la caractéristique est assez de bas niveau. Donc, on voit dans l'image ressemble beaucoup à l'image de départ. Même chose pour là. On a un point noir là, la caractéristique contraste off-center est présente. Donc, c'est un type de contraste, c'est pas très important, mais ce qui est important, c'est que là, on reconnaît encore le 5 parce que notre caractéristique est de bas niveau. Et notre caractéristique contraste fait bien ressortir notre 5 qui est en entrée. Donc, à partir de ces informations sur le 5, à partir de ces deux cartes de caractéristiques, par exemple, je vais pouvoir donc, passer des informations dans la couche de convolution d'après, qui est la couche Edge Extraction. C'est un exemple de couche, c'est pas tout le temps ces mêmes couches pour les réseaux neuronaux. Et voilà, sur cet exemple-là, c'est un peu plus clair d'exprimer ça en termes de donner un nom à ces couches. Donc, avec la couche qui extrait les bords ou les points, je vais avoir en sortie beaucoup plus de cartes de caractéristiques parce que j'ai beaucoup plus de types de Edge. Et donc, à chaque fois, comme tout à l'heure, j'ai un point noir lorsque ma caractéristique est présente à tel endroit de l'image. Donc là, on reconnaît encore un peu le simple, mais vraiment beaucoup plus difficilement, parce qu'on est passé à des caractéristiques de niveau sémantique plus élevées. C'est tout. En fait, plus la caractéristique est de haut niveau sémantique, plus ma représentation en machine va être abstraite. Et c'est ce qu'on veut. Plus on obtient des représentations abstraites, plus ça va être facile en fait, de décider à la fin à quelle catégorie mon image d'entrée correspond. Ça va aider en fait notre réseau de neurones pour décider si mon image d'entrée est un 0 manuscrit, un 5 manuscrit ou un 9 manuscrit. Et donc ce qui se passe pour ces images d'après, c'est que ça va être les cartes des caractéristiques associées à des caractéristiques de beaucoup plus haut niveau sémantique. Donc là, vraiment, si je vous dis que c'était un 5 en entrée, en regardant juste ces cartes de caractéristiques-là, vous ne pouvez pas deviner, vous ne pouvez pas me croire, enfin voilà. Là, juste, on ne sait pas ce que c'est normal parce que comme on a des niveaux sémantiques plus élevés, la représentation est absente. Donc, l'idée à retenir, à une caractéristique correspond une carte de caractéristiques. Et grâce à ces cartes de caractéristiques, on peut mesurer certaines informations sur l'image. Et plus je vais loin dans mon réseau de neurones, plus j'ai des fissures sémantiques, plus ma représentation est abstraite. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à me interrompre. Là, je vous ai parlé de cartes de caractéristiques qui correspondent à des caractéristiques, oui, d'accord. Mais comment on les obtient, ces cartes de caractéristiques? C'est justement ce qu'on va voir dans cette partie. On les obtient grâce à une opération de convolution que je vais donc détailler. C'est très lié, en fait, cette opération de convolution est très liée au filtre. Peut-être que je vais d'abord parler de filtre, et ensuite on va voir comment on met ça en pratique dans un CML. Alors, qu'est-ce qu'un filtre? Là, on a 4 filtres. Le premier, c'est le filtre original. C'est le filtre fonctionnellement qui laisse l'image à l'identique. Remarquez ici que chacun des 4 filtres est caractérisé par une matrice. Ici, c'est que des matrices 3x3. Ça peut tout à fait être des matrices de taille plus grande. Ce qui est intéressant ici, donc, c'est que notre matrice de filtre original comporte un 1 au milieu et des 0 autour. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va appliquer ce filtre pixel par pixel pour votre image. On va filtrer pixel par pixel. Et comme on a un 1 au milieu, on va garder l'intensité du pixel central, pixel que l'on veut filtrer, et on n'a pas ajouté ou retranché les intensités de pixels qui sont autour du pixel que l'on veut filtrer. Donc c'est pour ça que notre filtre va être le filtre qui laisse l'image à l'identique, puisqu'on ne touche pas, enfin on ne prend pas en compte les intensités des pixels qui sont autour du pixel que l'on veut filtrer. Donc on dit notre intensité à l'identique. Finalement, notre image, on applique ça pixel par pixel, si on applique à tous les pixels, notre image, c'est exactement la même. J'essaie de voir un peu comment intuitivement vous expliquer ça. Mais on va en fait, dans les slides suivantes,
Je vais vous expliquer comment ça se fait vraiment ce calcul. Là, c'est juste intuitivement essayer de comprendre comment ça marche. C'est un peu facile de comprendre après, mais c'est intéressant de comprendre le global. Donc, même chose pour le filtre gaussien. Le filtre de flou gaussien, pardon. Ici, on a donc une matrice 3 x 3. Et là, on a fait 0 autour de notre 1. C'est-à-dire que sans qu'on fixe pixel par pixel, on va garder, enfin, on va prendre en compte l'intensité du pixel que l'on a filtré, et on va ajouter les intensités des pixels autour. Donc, on va vraiment flouter. On floute notre image parce qu'on prend en compte les intensité des pixels autour. Donc, ça nous donne une image comme ça, en sortie. D'autre part, cette fonctionnalité, ça peut être flou gaussien parce que la répartition des coefficients fait que ça suit une loi, enfin, ça suit une loi gaussienne. Donc, on dit que c'est un flou gaussien, mais c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important ici, du coup, à retenir, c'est que comme on n'a pas des zéros autour comme là on a 1, 2, 1, etc., on prend en compte l'intensité des pixels autour pour flouter l'image, diminuer le contraste entre les pixels eux-mêmes. Donc ça nous floute l'image. Troisième filtre, le filtre Sharpen, qui un peu aiguisé l'image. Cette fois-ci, on a une autre matrice filtre, où on prend en compte l'intensité des pixels autour, mais de manière négative. On a des -1 ici. Et donc, on va augmenter le contraste entre deux pixels voisins. Donc, ça va vraiment nous aiguiser l'image. Et là, on a un filtre de détection d'arrêt, mais je ne vais pas m'appesantir dessus. Donc là, on a dit qu'on prenait en compte les intensités des pixels autour, d'accord, ok. Et comment on fait vraiment de manière précise? Ce qu'on va voir là, sur un petit exemple, ici, en image d'entrée, j'ai simplement deux couleurs. D'un côté, c'est la couleur grise, la couleur 0, et ensuite, de l'autre côté, la couleur 10. Donc on peut dire que c'est du blanc, par exemple. Et on va noter ici. Une grille de couleurs, très simple. Et là, mathématiquement, on aimerait bien savoir si j'ai une arête qui est représentée dans cette image. Alors en fait, c'est pas une arête, parce qu'une arête, ça se sépare en deux zones, donc il y a trois zones. Donc, il y a la zone de l'arête en plus, qui est pas de taille, enfin qui n'est pas. Elle a une épaisseur cette arête. On a forcément trois zones si j'ai une matrice qui représente une arête. Donc c'est pas le cas ici, vu qu'on a que deux zones. Mais on veut appliquer le filtre arête, c'est-à-dire un filtre qui correspond à la caractéristique arête pour obtenir la carte de caractéristique arête et savoir si oui ou non on a une arête sur notre image ou pas. Exemple ici, on a notre grille initiale, donc même grille que tout à l'heure, et rien de nouveau. Par contre, ici, on a notre filtre de détection d'arête. C'est le filtre lié à la caractéristique arête. Ensuite, en sortie, j'aurai ma carte de caractéristique arête, obtenue grâce à un produit de convolution entre mon image initiale et mon filtre. Comment justement on calcule ce produit de convolution? Eh bien, on va le faire étape par étape. Première étape, on va prendre LOL. Première étape, on prend une sous-matrice de notre grille initiale qui a la même table que notre filtre. Taille 3 x 3, puisqu'on a un filtre de taille 3 x 3. Et grâce à une opération que je vais décrire, on va obtenir ce 0 là en entrée. Comme ici c'est la matrice qui est tout en sous-matrice qui est tout en haut à gauche, on obtient le coefficient qui est tout en haut à gauche. Et je vais détailler comment on obtient ça en passant par une matrice intermédiaire. En fait, on va faire un produit coefficient à coefficient de cette sous-matrice jaune par cette matrice du filtre pour obtenir cette matrice intermédiaire. Là, si je fais 0 fois 1, ça me fait 0. 0 fois 0, 0, etc. Ce n'est pas un produit matriciel, c'est un produit dit de Hadamard.
c'est-à-dire un produit coefficient par coefficient. Donc là, si je continue, 0 fois -1, 0, 0 fois 1, 0, etc. Comme on n'a que des zéros ici, forcément, dans une matrice intermédiaire, on n'a que des zéros. Et ensuite, pour obtenir ce scalaire-là, donc un seul coefficient à partir de cette matrice, on va simplement additionner tous les éléments, tous les coefficients de cette matrice. Quand on n'a que des zéros, on a 0 ici. On n'additionne que des zéros. Donc là, on a calculé un coefficient de notre carte des caractéristiques. Et maintenant, on va essayer de calculer le deuxième. Ça va être la même chose, sauf que comme ici, on n'a plus que des zéros dans notre matrice jaune, ça va se complexifier légèrement. Donc comme tout à l'heure, on a un produit coefficient par coefficient. 0 fois 1, ça me donne 0. 0 fois 0, 0. 10 fois -1, -2. Même chose avec la deuxième ligne, 0 fois 1, 0, 0 fois 0, 0, 10 fois -1, -10. Donc, produit coefficient par coefficient, attention, ce n'est pas un produit matriciel IVL. Et là, comme tout à l'heure, on va additionner les éléments de cette matrice. Donc, ici, on a 3 fois -10, le reste, ce n'est plus des zéros. Donc là, j'ai un -30. On va faire le même calcul pour la sous-matrice jaune. Donc là, on a juste décalé d'un cran vers la gauche notre sous-matrice jaune. Donc forcément, on va calculer notre coefficient un cran vers la gauche par rapport au coefficient que l'on a calculé. Et donc, on va obtenir ce -30. En fait, on va obtenir encore -30 parce qu'on va avoir la même matrice intermédiaire tout à l'heure. Non, pardon. Oui, on va obtenir encore -30 parce qu'on aura la même matrice intermédiaire. Donc, je ne vais pas détailler le calcul. Et là, si je redécale encore d'un cran vers la gauche, on va calculer ce coefficient tout en haut à droite, puisque ma matrice jaune est tout en haut à droite. Donc, toujours coefficient par coefficient, on a 10 fois 1, c'est ce 10 là, 10 fois 0, c'est ce 0 là, et 10 fois -1, c'est ce -10 là. Même chose avec les deuxième et troisième lignes. On obtient à chaque fois 10, 0, -10 dans notre matrice intermédiaire. Et là, comme tout à l'heure, on somme les coefficients de cette matrice intermédiaire là. Comme les 10, on pense qu'il y a -10, et on obtient bien un 0. Ça explique pourquoi j'ai donc un 0 ici. C'était pas pour la même raison que tout à l'heure. Donc, à revenir, lors du calcul de cette convolution, on fait un peu des coefficients par coefficient et on somme les coefficients de la matrice intermédiaire. On peut jouer sur d'autres paramètres lors de la convolution. Là, vous voyez ici, on se déplace de 2 en 2. Tout à l'heure, on s'est déplacé de 1 en 1 vers la gauche. Donc, on peut jouer sur ce qu'on appelle le stride. Ça va être le déplacement horizontal entre deux convolutions successives. On peut avoir un stride de 1, de 2, comme ici, de 3, pourquoi pas, de 4. Voilà, c'est un paramètre que l'on peut faire varier si on a envie pour voir qu'est-ce que ça change au final. Mais c'est pas la conséquence du changement de stride n'est pas pareil pour tous les réseaux neuronaux. Ça va dépendre de plein de choses. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter des zéros tout autour de la matrice. Ça s'appelle le padding. Il faut ajouter une autre valeur que des zéros, mais en général, on aime bien rajouter des zéros parce que c'est une valeur dite neutre. On peut ajouter plus d'une ligne de zéros. Donc là, on peut imaginer avoir deux lignes en haut des zéros supplémentaires. Ça peut être utile, par exemple, il faut garder la même taille en sortie de la convolution. Par exemple, si on veut que notre image en sortie, que notre tableau soit de la même taille que notre image en entrée, on va rajouter des lignes de zéro supplémentaires pour que ça passe, que ça donne la bonne taille après. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Donc là, on va parler un peu de la structure dans CNN. Tout à l'heure, tout au début de la formation. Ouais. Je peux revenir sur la slide d'avant. Celle-là? Ouais. Il y a un moment, je n'écoutais pas trop. Pourquoi là, tu vois, on décale de 2 cases par 2 cases? Ouais. Alors que tout à l'heure, on était passé de matrice 5, 5 à 4, 4.
En fait, là, on a choisi de décaler 2 cases par 2 cases. Mais c'est assez arbitraire. C'est toi qui le dis quand tu codes ton CLM. C'est toi qui dis quel stride tu veux. Le déplacement, ça s'appelle le stride. C'est toi qui dis si tu veux un stride de 1, de 2, de 3, etc. C'est toi qui choisis. Là, c'était choisi du 2. De manière assez arbitraire. D'autres questions? Donc tout à l'heure, tout au début de la formation, on était passé d'un neurone à une couche de neurones, puis à un réseau de neurones. Et là, on va faire la même chose. Et le centre, donc, le point commun entre la différence entre les réseaux denses, on va les réseaux de neurones convolutifs, c'est qu'on va utiliser la convolution à la place de cette opération linéaire, puis l'application de fonction de G non linéaire. Là, on n'a plus ça, mais on va avoir des filtres qui vont être, des filtres qui vont être, donc, correspondent à la fonction de convolution, qui vont être le cœur de tout notre réseau de neurones convolutifs. Donc, comment est-ce qu'on passe d'abord du filtre à une couche de convolution? Là, j'ai une image en entrée, elle est en couleur. C'est différent de ce qu'on vient de voir avant, et c'est pas si différent que ça. En fait, notre image est représentée par 3 tableaux. Un tableau qui correspond à la couleur rouge, un tableau qui correspond à la couleur verte, un tableau bleu qui correspond à la couleur bleue. Donc on a 3 canaux en entrée, 3 canaux en entrée, un canal pour chaque couleur. Et en fait, à chacun de ces canaux, chacun de ces canaux, on va appliquer un filtre. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on a voulu appliquer le filtre qui correspond à la caractéristique contraste. Là, on pourrait faire la même chose, par exemple. Et ce filtre, on va l'appliquer à chacun des 3 canaux. Donc, ça nous donne 3 tableaux, 3 cartes de caractéristiques, finalement. Une pour le filtre, le canal rouge, une pour le canal vert, et la dernière pour le canal bleu. Mais ça ne nous intéresse pas, en fait, d'avoir ces 3 données séparées. Donc, on va les rassembler. On va sommer coefficient par coefficient ces 3 tableaux. Ça va nous donner un seul tableau en sortie, qui va être finalement ce qu'on va appeler notre carte de caractéristiques, qui correspond à la caractéristique du filtre que l'on applique. Donc là, j'ai juste sommé coefficient par coefficient ces 3 tableaux. Donc de 3 canaux en entrée, je suis passé à un canal en sortie, donc une carte de caractéristiques. Un point assez intéressant là, c'est que j'ai donné donc la même importance à chacune des 3 couleurs, que on a juste sommé. Mais en fait, vous pourrez, c'est ce qui passe en fait dans le réseau neurone, accorder plus d'importance à la couleur rouge qu'à la couleur verte ou à la couleur bleue, par exemple. C'est-à-dire qu'on pourrait pondérer lors de la somme les valeurs de chacun des 3 canaux. Et ce paramètre de pondération, ça va être un des paramètres que le réseau neurone apprend lors de l'apprentissage. Donc là, juste à retenir, par exemple, si vous voulez retenir quelque chose en particulier, ça va être le fait qu'on ait 3 canaux d'entrée, rouge, vert, bleu. Là, 3 canaux d'entrée, on applique un filtre, on applique un filtre à chaque canal, puis on somme sur chacun des 3 résultats, ça nous donne une carte de caractéristique, donc un canal. Donc, c'est ce qui se passe là. 3 canaux, on filtre, on applique notre opération de pollution en filtrant, et on somme, ça nous donne une carte de caractéristique qui est le résultat du processus. Mais on peut tout à fait ne pas s'arrêter là. Pourquoi n'avoir qu'une seule carte de caractéristique en sortie? On pourrait en avoir 2. Ici, donc, on a appliqué à ces mêmes entrées, donc ces mêmes 3 canaux, un deuxième filtre qui correspond à une deuxième caractéristique. Donc on a une deuxième carte de caractéristique. Pourquoi s'arrêter quand on peut en avoir un troisième? Et là, par exemple, on va avoir beaucoup plus, 8 par exemple. Et en fait, quand vous codez un réseau de neurones, vous appliquez 64 filtres, ou en tout cas un beaucoup de filtres aux mêmes entrées. Là, c'est juste un exemple pour 8 filtres. Donc on a 8 nouveaux canaux qui vont être les entrées, donc les 8 canaux d'entrée de la couche suivante. La couche suivante, on va donc appliquer
plusieurs filtres à ces mêmes entrées. Ça ne change pas beaucoup de choses par rapport à ce qu'on a vu là. Donc là, je reviens dessus, mais on avait donc 8 canaux en sortie de notre couche. Donc on va avoir 8 canaux en entrée de la couche suivante. Là, on va avoir 8 sous-tableaux. Même chose, on va sommer coefficient par coefficient ces 8 tableaux. Ça va nous donner une carte de caractéristiques. Et on va faire ça pour chacun des chiffres. Et donc, on va avoir autant de cartes de caractéristiques en sortie que de suite qu'on applique. C'est juste pour dire que là, en passant de 3 à 8 canaux, je ne suis pas sauvé grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Simplement, on va sommer sur plusieurs canaux, sur plus de canaux que lorsqu'on n'en avait que 3. Et fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc, exemple, là en fait, on a un réseau de neurones pour le site qui est représenté. Donc, une image en entrée à 3 couleurs. Donc, ici, on a 3 canaux en entrée. On applique les couches de convolution. Ici, là, on va en avoir 128. C'est un nombre assez arbitraire, ça dépend des neurones que vous codez, etc. Ce qui est intéressant, voilà, c'est que on va appliquer donc, ces filtres les uns à la suite des autres. Donc les couches sont mises les unes à la suite des autres. Donc là, vous voyez que là, c'est la première couche, enfin la couche d'entrée. Là, ça va être le résultat de la première couche. Donc c'est les cartes de caractéristiques qui correspondent à la première couche. Ici, c'est les cartes de caractéristiques qui correspondent à la deuxième couche. L'épaisseur et la largeur a augmenté parce qu'on a augmenté le nombre de filtres, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. La même chose ici, c'est les cartes de caractéristiques associées à la troisième couche, et ainsi de suite. Un truc intéressant ici, donc là, l'épaisseur a augmenté parce qu'on a ajouté plus de filtres. D'accord. Mais quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est que votre hauteur là diminue à chaque fois. En fait, on a vu tout à l'heure que des fois le filtre, quand on filtre avec une opération de convolution, vous pouvez donc diminuer l'image, la taille de l'image en sortie par rapport à la taille de l'image d'entrée. En ajoutant du zéro padding, on pourrait garder les mêmes dimensions. En fait, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est réduire encore plus la dimension, encore plus que ce qui est possible avec le filtrage, en utilisant une opération qui s'appelle le pooling, que je vais expliciter ici. En fait, l'opération de pooling permet donc de réduire la dimension, la largeur et la longueur du tableau. Et c'est bien puisqu'on a moins de données à traiter. Ça prend moins de place en mémoire, en fait. Et du coup, les calculs vont beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on aime bien en mettre. En général, on en met à chaque couche de convolution. C'est-à-dire que chaque couche de convolution va être suivie d'une couche de pooling pour réduire le volume des données, donc aller plus vite. Exemple de deux poolings ici. Le premier s'appelle le max pooling, c'est celui qui est en fait le plus utilisé. Dans le max pooling, on va avoir une matrice, donc des sous-matrices de taille 2x2 par exemple. C'est assez arbitraire. Mais en général, c'est une matrice de taille 2x2. Et pour chaque sous-matrice, on va garder une seule valeur. Donc on prend 4 valeurs, en gros, et on les réduit à une seule valeur pour gagner de la place. Dans le cas du max pooling, on va prendre le maximum, c'est sous-valeur. Dans la sous-matrice verte, on a les valeurs 29, 15, 0 et 100. Donc, comme on prend le maximum, on va garder la valeur 100. Dans la matrice, sous-matrice rouge, on a les valeurs 28, 184, 70 et 38. Donc on va garder la valeur 184 puisque c'est le maximum. Même chose avec avec la sous-matrice bleue. On a les valeurs 7, 2, 45 et 6. Donc on va garder la valeur 45. Donc c'est une technique pour réduire le volume de données. L'average pooling, c'est un autre type de pooling. Simplement, au lieu de prendre le maximum, on va prendre la moyenne des valeurs. Donc là, la moyenne des valeurs 31, 15, 0 et 100, ça va être 36. On va prendre 36 ici. Même chose pour les autres sous-matrices. Si on récapitule un peu tout ça, donc on a notre image d'entrée, ok. On va mettre notre première couche de convolution avec plein de filtres. On va avoir plein de caractéristiques après. On fait tous ces sous-tableaux-là, ce qui correspond à des caractéristiques. Ensuite, on va appliquer un pooling pour réduire les données. Donc là, vous voyez que la longueur, la hauteur, largeur ou hauteur,
a changé par rapport à ça, puisqu'on a appliqué un pooling, on a réduit le volume. Et ensuite, on a réappliqué une couche de convolution, et après cette couche de convolution, on va encore appliquer un pooling, etc., etc. On peut mettre beaucoup plus de couches de convolution et de couches de pooling que ce qui est représenté ici. Simplement, on alterne convolution, pooling, convolution, pooling, convolution, pooling, etc., etc. Et c'est vous qui choisissez le nombre de couches de convolution que vous voulez mettre dans votre zone neuronale. Là, ensuite, après cette couche de convolution pooling, on met des couches denses. Les couches denses, c'est les couches dont on a parlé tout au début. C'est les couches où tout est relié. Les informations, tous les neurones sont reliés entre eux, en fait. Ce qui est intéressant avec ces couches denses, c'est qu'elles permettent, donc à la toute fin de votre réseau neuronal convolutif, de calculer les probabilités associées à chacune des classes. Là, par exemple, on veut savoir si notre image en entrée, c'est un 0 manuscrit, un 1 manuscrit, un 2 manuscrit, etc. Et donc, ces couches denses-là, à la fin, vont permettre de calculer la probabilité d'appartenance associée à chacune des classes. Ce que vous allez avoir en sortie, c'est un tableau de 10 chiffres, on a 10 catégories. Et pour chacune de ces catégories, vous allez avoir la probabilité d'appartenance. Ensuite, on va simplement prendre la catégorie pour laquelle la probabilité est la plus élevée. Là, on a une couche flatten. Vous allez voir ça en TP, c'est parce que la couche dense prend seulement un tableau d'une ligne, donc une ligne en entrée. Cette couche flatten permet d'aplatir finalement votre image. Et ça, vous allez voir en dessous. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la zone de convolution, on a des couches denses. Après, toutes les couches de convolution de lignes. Et donc, qu'est-ce qui se passe techniquement lors de l'apprentissage? En fait, partez de filtres qui ont été générés de manière random, donc c'est de manière des coefficients qui sont générés de manière uniforme. Et lors de l'apprentissage, on va apprendre les coefficients de filtres. C'est-à-dire que les zones neurones, au vu des données du dataset d'apprentissage, va déterminer quels sont les meilleurs filtres à utiliser, donc quel coefficient mettre dans le filtre pour optimiser les résultats à la fin. Donc, il va regarder quels sont les features les plus appropriés, c'est-à-dire quel coefficient mettre dans le filtre pour correspondre à ces features, par exemple. Voilà, donc ce qui se passe lors de l'apprentissage, ça se passe au niveau des filtres, essentiellement. Il y a un point dans les couches denses, lors de l'apprentissage, ces couches denses doivent être optimisées de manière à mieux calculer les probabilités d'appartenance à la fin. Grâce à toutes les informations que les couches d'avant ont générées. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? Ok. Je vais passer à la dernière partie. Partie application. Pourquoi les CNN sont si utilisés? Qu'est-ce qui les rend si différents? Est-ce qu'une partie un peu plus compliquée, mais importante. Donc accrochez-vous si vous avez envie de savoir, sinon pas grave. En fait, pourquoi les SNS sont bien mieux que la dense, par exemple, donc on a vu toutes les bioinformations, c'est parce qu'en fait, ils vont permettre des calculs locaux. Pourquoi? En fait, chaque filtre, on va avoir un pavage en champ récepteur de votre image en entrée. Là, ce qui est représenté ici, c'est deux champs récepteurs, c'est les deux petits carrés jaunes, deux champs récepteurs différents pour un filtre qui est dans une équipe de convolution de votre zone neuronale. Un champ récepteur, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de pixels auquel votre filtre va avoir accès pour donner un seul pixel en sortie. Donc tous ces pixels qui sont coloriés en jaune vont donner un seul pixel en sortie une fois que j'applique le filtre qui correspond à ce type de champ récepteur. Mais quelque chose d'important va être que chaque champ récepteur sera traité de la même façon. C'est-à-dire que traiter de la même manière ce champ récepteur que ce champ récepteur-là. Par contre, ils vont être traités de manière indépendante. Et ça, c'est vraiment très important.
Ça veut dire que si j'ai un problème dans mon image dans mon image à ce niveau-là, ça va pas avoir d'influence dans ce que je fais ce petit sous-carré-là. Par contre, ce sera pas je mettrai dans des résonances, parce que résonance, tout est connecté, donc forcément dès qu'il y a un problème, ça va partout, ça pose des problèmes. Ici, CNN, donc CNN c'est local, CNN j'ai des champs récepteurs, donc si j'ai un problème à un endroit, je vais avoir moins de problèmes à la fin enfin, sortie de mon zone neuronale. Donc, en fait, comme les calculs sont locaux, grâce à cette histoire de champs récepteurs qui sont traités de la même façon, mais de manière indépendante, les CNN vont être beaucoup plus robustes que la résonance, par exemple. Il n'y aura pas de problème de translation non plus, puisque chaque champ récepteur est traité de la même façon. Donc, si je veux savoir que s'il y a un œil dans mon image, si mon œil est en haut à gauche, au milieu ou en bas à droite, dans le traitement ne va pas changer. Par contre, si j'ai un réseau dense, s'il a été habitué, mon réseau dense, à avoir un œil en plein milieu de l'image, et que j'ai un œil sur une image que je vais tester, un œil qui est tout en haut à gauche, là on va avoir un résultat négatif. Votre zone neurone dense, ça veut dire qu'il n'y a pas d'œil dans l'image, alors que votre CNN, comme les calculs sont locaux, pardon, il n'y a pas de problème de translation, votre CNN va vous dire que oui, vous avez bien un œil dans votre image, même s'il est en haut à gauche. Donc, CNN, c'est local, donc ça marche mieux. En gros, c'est ça. Un petit exemple encore des champs récepteurs. Donc, un champ récepteur correspond à un filtre d'une couche précise. Vous n'avez pas les mêmes champs récepteurs suivant les différents filtres que vous regardez. Là, par exemple, je me place dans la troisième couche de mon réseau neurone convolutif. Là, j'ai un pixel. Donc, un champ récepteur, je le rappelle, c'est un groupe de pixels auquel le filtre a accès pour donner un seul pixel en sortie. Et pour générer ce petit pixel-là, ce pixel jaune, j'ai dû avoir accès à ce champ de pixels, ce groupe de pixels jaune ici, en comptant le pixel. Et parmi ce groupe de pixels-là, j'ai donc ce pixel vert qui lui-même a été généré par un autre champ récepteur. Donc, simplement, les champs récepteurs n'ont pas forcément la même taille, suivant là où vous vous placez dans votre couche de convolution. Ça, c'était quelque chose d'un peu plus avancé. Mais ça reste un peu intéressant. Là, je passe à des choses moins avancées. Donc, vous pouvez rebrancher si vous aviez des budgets. Alors, là, j'ai une image de chat. Mon image est normale. C'est une image, c'est une photo de chat. Ok, très bien. Si j'ai un réseau dense et que j'ai entraîné à distinguer un chat d'un chien, par exemple, mon réseau dense va me dire, ok, c'est bien un chat. Mon CNN aussi. Bien, je l'ai entraîné à distinguer un chat d'un chien. Donc là, il va me dire, oui, c'est bien un chat, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit un chat, etc. Là, j'ai la même photo, mais plus son nom. Donc, mon réseau dense, donc les réseaux dans lesquels j'ai parlé tout au début, mon réseau dense va avoir beaucoup plus de mal à déterminer qu'il s'agit bien d'un chat. Par contre, mes CNN, qui sont beaucoup plus locaux, les calculs sont beaucoup plus locaux, je vais bien réussir à déterminer que c'est bien un chat. Même chose pour là, simplement, ici, on voit qu'on n'a pas la queue du chat et l'oreille est coupée. Donc, ce qui va se passer dans mon réseau dense, c'est qu'il va voir qu'il n'y a pas la queue d'un chat, enfin, du chat, que l'oreille n'est pas très bien, pas comme il faudrait. Et donc, il va se dire non, c'est pas un chat, ça va pas, il n'y a même pas la queue du chat, ça va pas, c'est pas un chat. Mais les CNM sont beaucoup plus robustes. Et donc, ce qui va se passer, c'est que là, vous avez bien détecté avec votre CNM que vous avez les yeux d'un chat, le museau d'un chat, l'oreille est un chat, et que même si on n'a pas la queue, globalement, on a bien une tête de chat. Donc, vous allez voir en sortie, oui, c'est bien un chat. Autre exemple. Et donc, ici, c'est un flou. Donc, votre image est floutée. Et votre résonance va pas pouvoir déterminer qu'il s'agit bien d'un chat. Là, l'image est de très mauvaise qualité pour votre résonance. Donc, les CNF, par contre, vous l'avez compris,
eux, ils vont bien pouvoir détecter que c'est super notre chat, parce qu'ils sont beaucoup plus forts, globalement. Euh, Application des CNN. Alors, c'est principalement, même en très grosse, enfin, très grosse partie, 99%, ça va être le traitement d'image. On a une petite application dans le Natural Language Processing, c'est tout ce qui concerne le traitement de texte. Mais ce domaine d'application est beaucoup plus réduit par rapport au domaine des traitements d'image. Donc, les CNN, vraiment, c'est le traitement d'image. C'est ce qui est le meilleur pour ça. Car c'est un domaine. Les CNN ont par exemple été utilisés pour AlphaGo. Vous savez, AlphaGo, c'est l'IA qui a battu le champion du monde de Go il y a quelques années. Pourquoi les CNN ont été utilisés? C'est parce qu'en fait, ils permettaient de reconnaître des petits motifs sur la grille de Go. Ici, le motif, on a 3 billes noires et une bille blanche avec cette structure-là. Donc, c'est utile pour repérer des motifs situés à différents endroits de la grille. Et donc, ça a été utilisé pour AlphaGo, l'IA qui a battu les champions du monde de Go. C'est une application un peu originale. Autre application de CNN, c'est avec le transfert de style. C'est transférer le style d'une image de style à une image photo ou vidéo aussi. Et donc, on obtient une vidéo ou une image stylisée comme celle-là. Ça, c'est fait avec des CNN, Egan, voilà. Il y a d'ailleurs un produit automatique dessus. Là, dernière slide, dernière slide. Je vais parler du dataset, parce que c'est très important en fait. On a parlé de réseaux de neurones, de couches de convolution, de filtres, très bien, c'est très bien, mais si vous avez un mauvais dataset, c'est foutu. Même si votre réseau de neurones est bien, si vous avez un mauvais dataset, ça ne va pas marcher. Je vais faire un petit exemple. Il y a des ingénieurs en IA qui ont voulu faire un CNN qui différencie un loup d'un husky. Et la race de chien qui ressemble au loup, et quand même, nous, en tant qu'humains, on peut savoir si c'est un loup ou un husky. Donc ça, c'est des images. Ces deux images-là sont extraites du dataset qui a servi à entraîner l'IA. Ce qui est intéressant, c'est que votre loup, il est sur de la neige, votre husky, il est sur de l'herbe. Très bien. Et là, quand je mets donc, votre CNN marche très bien, il vérifie, enfin, il marche sur beaucoup d'images, mais par contre, ce type d'image-là, c'est un husky sur de la neige, ça ne marche pas. Pourquoi? En fait, dans votre dataset, à chaque fois que vous aviez de la neige, c'est quasiment tout le temps un loup. Et pour lui, le fait d'avoir de la neige dans l'image, c'était vraiment un élément discriminant entre un loup et un husky. Dès qu'il y avait de la neige, il prédisait loup, parce que c'était quasiment tout le temps le cas dans le dataset d'entraînement. Et donc, quand on met une image d'un husky sur de la neige, votre CNN en fait, n'a pas regardé l'animal qu'il a sur l'image. Il va regarder l'arrière-plan. Ça lui est utile pour déterminer s'il s'agit d'un loup ou d'un husky. Donc, en fait, vos datasets d'entraînement n'étaient simplement pas représentatifs de la réalité. Donc là, il n'y a sans doute pas assez d'images de husky sur de la neige. Donc, forcément, on lui montre ça, votre CNN se trompe. Donc, pour résumer, un zone neurone bien, ça suffit pas, enfin, ça suffit pas. Il faut avoir un bon dataset qui correspond bien à toutes les situations possibles. Comme ça, vous avez moins de risques d'avoir des faux négatifs ou des faux positifs.